Dans cette vidéo du chapitre 36 de mes notes de cours, je vais maintenant résoudre la seule situation qui est proposée dans le livre de Séguin à la section 3.3 sur la vitesse de dérive, la situation 1 qui s'intitule elle-même la vitesse de dérive et dont on peut prendre connaissance à la page 231 de Séguin. Après une première lecture, on s'aperçoit que c'est un problème typique et relativement simple de calcul de vitesse de dérive. On nous donne un fil de cuivre de dimension connue. On nous dit que le rayon va être de 0,5 mm. Donc, j'ai tendance à ramener mes unités en unités que je vais pouvoir utiliser directement dans mes formules de physique. Donc, 0,5 mm, je divise par 1000, je suis rendu avec 3 zéros de plus pour l'avoir en mètres. Remarque, ici, on me donne le rayon. Puis, je suis dans un chapitre électrique où on a déjà utilisé le R majuscule souvent pour résistance. Petit r, on le prenait souvent pour distance entre deux choses, déplacement. Ce que j'ai fait pour ne pas avoir ce genre de conflit-là, c'est que je me suis dit je vais utiliser plutôt le diamètre. Mais on me donne le rayon. Le chiffre qui m'a été donné ici, c'est le rayon. Mais je vais tout simplement dire que je vais le multiplier par 2. Donc, mon diamètre, c'est mon chiffre qui est donné, fois 2. Et je pourrais même immédiatement écrire que mon diamètre, c'est 1 mm. Le prochain chiffre que je rencontre, c'est le courant qui circule sur le fil, courant de 10 ampères. On désire calculer, on l'a mentionné tout à l'heure, la vitesse de dérive tout simplement, en mètres par seconde, à quelle vitesse les électrons se déplacent dans le fil électrique. On nous donne la masse volumique du cuivre, qui est égale à 8,94 grammes par centimètre cube. Et on me donne également la masse molaire, 63,55 grammes par mol. Illustration de la situation. Je vous rappelle que vous pouvez avoir à démarrer avec une page complètement blanche. J'aurais dessiné pour illustrer ça mon fil électrique. C'est un problème d'analyse de ce qui se passe sur un fil électrique. Le diamètre, j'ai trouvé une façon d'indiquer que je prenais le diamètre de ce fil-là. Le I qui circule, je l'ai fait descendre tout simplement. On me demande la vitesse de dérive. Donc ça, c'est un vecteur. C'est la vitesse des électrons. Donc ce que j'ai fait, je me suis dessiné à côté un électron qui remonterait, parce que je vous rappelle que les électrons circulent dans le sens inverse du courant conventionnel. Ce qui m'a permis d'illustrer que je voulais calculer la vitesse de dérive d'un électron qui serait dans le fil, qui n'est pas à côté du fil, qui serait dans le fil. On me donnait après ça la masse volumique, donc c'est mon ρ ici, et la masse molaire, mon m ici. Avant de débuter mon problème en allant chercher une formule de physique comme telle, je sais que si je vais chercher n'importe quelle formule, il faut que je sois cohérent au niveau des unités. Puis là, j'ai des mètres avec des centimètres, ça va m'amener une incohérence. Grammes, pas directement d'incohérence quand je regarde des unités, mais ça reste que je suis toujours mieux d'être en kilogrammes pour être sûr qu'il n'y aura pas d'incohérence avec mes unités. Donc, je vais faire des conversions d'unités, soit directement parce que je suis très habile en physique, pas personnellement, mais quelqu'un d'autre qui serait très habile en physique et qui saurait que quand on nous donne la masse volumique en grammes par centimètre cube, j'ai juste besoin de multiplier par 1000 pour avoir des kilogrammes par mètre cube. Si je ne le sais pas, je fais une conversion conventionnelle comme on vous l'enseignait. Donc, je pars avec grammes par centimètre cube, multiplié par 1 kg pour 1000 grammes, permettant de faire disparaître le gramme. Et le centimètre cube, c'est 100 cm pour 1 mètre, mais tout ça mis au cube, je pitonne ça sur une calculatrice, j'obtiens ma réponse. Même chose, quelqu'un d'habile en physique pourrait arriver et dire, qui sait, pourrait savoir que quand on nous donne des grammes par mol, je divise cette fois-là par 1000 pour avoir des kilogrammes par mol. Évidemment, c'est juste lié au fait que je passe de grammes à kilogrammes, donc j'ai un fois 1000 qui est caché dans le cas ici. Sinon, je le fais de manière conventionnelle. J'oubliais, on me donnait comme information à la toute fin du problème le nombre d'électrons libres pour le cuivre, un électron libre par atome, ce qui était la valeur que j'ai oublié de décacher également sur mon dessin. Je pars de mon point d'interrogation pour continuer, donc je cherche une vitesse de dérive, ça me prend une formule de physique qui me permet de calculer ce paramètre. Évidemment, pour l'instant, c'est plus facile, je sais que je travaille dans le chapitre 36. VD apparaît ici, apparaît dans la deuxième, mais pas mis en jaune, donc je vais commencer avec la vraie équation de physique. Apparaît également ici, mais il faudrait que j'aille dans mes données de problème delta x, delta t, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est la première formule que j'ai mis ici, que j'ai recopiée. Prochaine étape, mettre des chiffres dans ça le plus rapidement possible. I, c'est mon 10. N, petit n n'est pas connu. Le E, c'est la valeur de 1,6 fois 10 à la moins 19. Le A,
ne m'est pas directement connu, et le VD non plus, donc j'ai une équation à 3 inconnus. Petit n, ben, si je retourne dans le résumé, c'était la deuxième équation qui était en jaune dans le même coin de mon calcul de nombre d'électrons libres par unité de volume. Donc, je prends la formule dans le résumé telle qu'elle apparaît. Je vous rappelle que c'est m à la moins 1. Ça veut dire que m, c'est divisé par m. J'aurais pu écrire la même formule en disant n fois grand N fois ρ divisé par m, mais je l'ai pris comme dans certains livres de physique, puis j'ai écrit m à la moins 1. Ça nous ramène aussi plus près de la conversion d'unité pour ceux qui n'utilisent pas la formule, mais qui prennent directement, qui font une conversion d'unité à cet endroit-là. Le n n'est pas connu, je le cherche, ben pas je le cherche, mais c'est mon inconnu de tout à l'heure qui m'avait bloqué. Le nombre d'électrons libres, c'est 1. Le nombre d'Avogadro, si je ne le connais pas, je vais dans l'annexe C, si j'ai bonne mémoire. Les constantes universelles, 6.02 fois 10 à la 23. La masse molaire, ben, elle était donnée dans les données du problème, fois la masse volumique, elle était donnée dans les données du problème. Évidemment, une grande formule comme ça de physique me demande d'avoir une cohérence d'unités. C'est pour ça qu'on avait converti nos unités à la fin. Donc, le n est réglé. Il reste le a. Ben là, c'est purement de la géométrie. Donc, au besoin, je vais dans l'annexe sur la géométrie. Chercher l'aire d'un cercle. Quand je connais soit le rayon, j'aurais pu faire pi fois r carré, mais là, il y a toujours le r que j'aime pas. Mais dans les annexes, on trouve une formule qui l'exprime plutôt en fonction du diamètre que du rayon. Pi r carré, c'est la même chose que 1 quart pi d carré. Et je l'adapte à mon problème. L'air est égal à 1 quart fois pi fois le d. Le d n'étant pas le 0.05, mais 0.05 fois 2. Donc, j'écris ici 0.05 fois 2. Fait que j'ai utilisé mes données de problème. Et le problème est terminé. Prochaine partie, c'est des mathématiques fait soit avec l'aide de la calculatrice ou au propre, en bas ici, éventuellement, fait de façon conventionnelle. Remarque, je vous disais que le n ici, certains livres de physique ne donnent pas cette formule-là. Donc, il aurait fait tout simplement une conversion d'unité, dire mon n, c'est 1 électron libre par atome. Dans chacun des atomes, pas dans chacun des atomes, mais j'ai 6,02 fois 10 à la 23 atomes par mol, ce qui permet de faire disparaître atomes. J'ai une mol pour cette valeur-là de kilogramme, c'est donné dans les données du problème, mol est disparu. Et j'ai la masse volumique, tant de kilogrammes pour un mètre cube, kilogramme est disparu. Donc tout ce qui reste, c'est électrons par mètre cube. Donc autre façon de le faire. Mais évidemment, moi je donne la formule, c'est bien plus simple d'utiliser directement la formule.